Bonjour Olivier Ranc et bienvenue Bonjour. à ces rencontres du Vexin. Je pense que beaucoup de personnes dans la salle vous connaissent. Et voilà, je voulais préciser aussi que vous avez fait l'objet d'un très bel article dans la Gazette du Val d'Oise, une page entière, qui vous était dédiée. Je vais tout d'abord commencer par rectifier une petite erreur que j'avais faite sur les communications. 2005, c'est la date à laquelle vous avez repris la ferme du Chemin Neuf. Et 1995, la date que j'avais mise dans les communications, c'était une autre date. C'était la date à laquelle le projet de Villarceau, de l'ensemble du domaine, a été lancé. Et cette question s'est posée à ce moment-là. La question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent à l'aube du XXIe siècle, de 600 hectares de terres agricoles et forestières à 80 bornes de Paris. Dixit, l'un de vos collègues, l'agronome Philippe Cassiabu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était un peu le projet. On en reparlera plus tard, on va le développer. Et voilà, ce projet de transition écologique, c'est le résultat, enfin, c'est aujourd'hui qu'on peut voir le résultat de tout ce travail. Mais moi, je préfère repartir dans un premier temps en 2005, pardon, je vais y arriver, décidément, en 2005, vous, Olivier Ranc, et la ferme du Chemin Neuf telle qu'elle est définie aujourd'hui. Voilà, si vous vouliez vous présenter dans un premier temps. Bon, je m'appelle Olivier Ranc. Je suis arrivé en 1995 dans le Vexin, sur le site de la ferme de la bergerie de Villarceau, aujourd'hui qui est un peu connue. Je faisais partie de l'équipe d'ingénieurs agronomes qui avait été mandatée à la réflexion autour de cette belle question sur qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent d'un territoire rural et forestier, agricole et forestier à l'aube du XXIe siècle, sachant qu'on devait répondre à de multiples défis, aussi bien environnementaux que sociétaux que économiques. Et donc, on a travaillé pendant 4-5 ans en réflexion et puis en action derrière sur la transformation du domaine de Villarceau, qui appartient à la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, qui avait racheté le domaine à Emmanuel de Villefranche dans les années 70. D'accord. Et vous-même, alors, plus précisément, vous venez d'où? C'est ça? Alors, oui, moi je viens, je suis un peu un grand mélange avec des racines aussi bien bretonnes que du sud-ouest, que allemandes et autrichiennes. Donc voilà, et puis il se trouve que mon père allemand a épousé ma mère française, qui se sont installés dans un premier temps en Allemagne, puis ensuite en France. Ils sont revenus en France, tout simplement parce qu'en Allemagne, à l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup le droit de travailler, que ma mère était une femme indépendante et qu'elle voulait s'autonomiser. Donc, ils sont venus en France pour ça. Et ensuite, j'ai fait des études, un peu de travers, pas de droit. J'ai fait de la biologie, des études de biologie à la faculté d'Orsay, puis j'ai réussi un concours et j'ai pu intégrer une école d'ingénieur agronome à Toulouse. Dans le sud, c'est ça? Dans le sud, voilà. Et en 95, je travaillais à l'époque sur un projet qui était plus viticole que plus sur la viticulture. Et puis c'est tombé à l'eau, et donc du coup j'ai été contacté par Mathieu Calam et Philippe Cassiabu pour travailler à la transition. Tout à l'heure. Voilà, exactement. Et donc cette ferme dont on voit une très très belle image là à l'écran, c'est l'EARL du Chemin Neuf. C'est un rêve d'enfant. Vous disiez d'être agriculteur en fait. Oui, tout à fait. Moi, un de mes rêves, c'était d'être agriculteur. Donc, en grandissant, j'avais fait un peu mon deuil de ce rêve. Et puis, quand Mathieu et Philippe m'ont appelé, je me suis dit, il y a une chance, ça vaut le coup. C'est l'occasion. Et puis, on a travaillé à la transformation du domaine de la bergerie, de la ferme de la bergerie. Et puis, là, actuellement, en fin de compte, EARL, moi, qu'est-ce que c'est techniquement?
L'ORL, techniquement, c'est une exploitation Ça, c'est agricole le à statut. responsabilité limitée. C'est le Oui, statut. c'est le Voilà. statut aujourd'hui, parce que là, on est donc, sur la ferme d'aujourd'hui, EARL, établissement agricole. C'est une exploitation agricole à responsabilité Oui. limitée. C'est une forme sociale. Ça aurait pu être autre chose. C'est Oui. une façon de s'installer en agriculture. Voilà, c'est une Et forme juridique. Vous quoi. êtes Et gestionnaire. moi, je suis gérant de l'OARL. Qui appartient à mon épouse et à moi-même. D'accord. Et on est locataire, enfin stricto sensu, on est locataire du propriétaire qui est la Fondation Charles-Léopold Meyer. C'est ça, voilà. D'accord. Et vous avez donc 370 hectares de terre et on voit avec diverses activités de l'élevage, les moutons. Il y a 370 hectares de terres agricoles. Alors, nous, le projet initial portait sur les 600 hectares. Donc, il y avait 370 hectares de terres agricoles et le reste en forêt. Mais quand je me suis installé, je n'ai repris que la partie agricole. Et aujourd'hui, sur le site de la bergerie, il y a de multiples, on va le voir un peu plus tard, je pense. Là, pour l'instant, on est sur la ferme. Qui coexistent, qui travaillent ensemble à la mise en œuvre du projet initial. Oui, c'est ça. Donc là, on voit avec... donc il y a eu les moutons, une race particulière d'Île-de-France, c'est ça ? Alors, l'histoire de l'Île-de-France, elle est un peu compliquée. En fait, l'Île-de-France, c'est une race de moutons qui a été développée à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et c'est une race qui a été en partie sélectionnée sur le site de la ferme de la bergerie. C'était pas moi. Ouais. Mais c'est donc une race qui s'est fortement développée. C'est une race bouchère spécialisée en Île-de-France. Voilà. Et la ferme de la bergerie, du temps de la famille de Villefranche, avait eu de nombreux prix au concours agricole de Paris. D'accord. Les salaires, les fameux salaires que tout le monde connaît quand on va se promener du côté de Villarceau. On voit ces magnifiques bêtes. Et donc moi, je sais que vous avez un attrait particulier pour les bêtes. C'était pas à l'origine votre... Le chemin que vous vouliez suivre, puisque c'était l'agriculture. Non, moi j'étais... donc je suis ingénieur agronome, donc j'ai fait ma spécialisation en amélioration du végétal. Ouais. Donc en fait, c'était plutôt tout ce qui était sélection et à l'époque, on travaillait beaucoup là-dessus, sur tout ce qui était génie génétique et choses comme ça. Et donc ça, c'est ma formation. Ouais. Et quand on a commencé à réfléchir sur la transition de la ferme, parce que le paysage du Vexin s'est vidé de ses animaux. Alors, on a la chance à Chaussy, on doit être un des rares villages du Vexin à avoir encore 2 éleveurs. Mais sinon, l'élevage est en déprise totale. Dans le Vexin. Et donc, quand on a réfléchi à la façon dont on voulait notamment agir sur l'autonomisation de la ferme, de la production agricole, on en est revenu à réintroduire de l'élevage bovin. Oui. Voilà. Et vous êtes attaché aux animaux, du coup. Bah oui, j'aime... Non, mais bien sûr, j'aime beaucoup les animaux. Mais le bovin a vraiment un rôle, enfin les ruminants, grosso modo, ils ont un rôle important dans l'agronomie, en termes de durabilité. Généralement, les fermes qu'on appelle en polyculture élevage, c'est-à-dire qui associent les cultures et les élevages, sont réputées être beaucoup plus durables que d'autres. Oui. Tout simplement parce qu'il y a une certaine autonomie dans l'approvisionnement en fourrage et la valorisation en fertilisant. Et donc, d'une manière assez, on admet généralement que les fermes en polyculture élevage sont des fermes plus durables que les fermes strictement spécialisées, soit en élevage, soit en polyculture pure. Et par rapport, je reviens juste à une petite anecdote sur les bêtes dont on a vanté le calme de vos bêtes.
plus que peut-être d'autres élevages. Alors, parce je qu'elles- sais pas, elles je sont- sais pas. Nous, alors moi, on essaye d'avoir un troupeau qui soit calme, d'une part parce qu'on a un territoire qui est largement ouvert aux promeneurs, et si dès qu'elle voit quelqu'un, il faut qu'elle s'enfuit, ça devient compliqué. Et puis nous-mêmes, on travaille dans l'élevage, on travaille dans les vaches en permanence, et il n'est pas question de risquer ma vie, celle des salariés, pour aller s'occuper des animaux. Donc on a une approche très calme des animaux. J'ai la chance d'avoir une équipe salariée qui travaille très bien là-dessus aussi. C'est-à-dire que dans la manipulation, on essaye d'être le plus doux et le plus calme possible pour que les animaux nous le rendent. J'ai été témoin justement, puisque je vous ai suivi sur la ferme. On était au bord du champ et vous avez juste appelé les moutons et tous les moutons ont fini par arriver, mais d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu que vous arriviez. Vous n'aviez rien à leur donner à manger ni à boire. En fin de compte, ils sont arrivés parce que vous étiez là. Et puis ensuite, quand on est rentré pour les vaches, dans l'étable, quand on était au loin, tout était calme. Et dès qu'on est rentré, elles vous ont fait un concert de meuglement pour vous accueillir, juste parce que vous étiez là. Et pareil, vous n'alliez pas leur donner spécialement à manger, puisqu'elles avaient déjà leur fourrage, etc. Donc il y a vraiment un... Voilà. Donc après, il y a la culture bio. On va passer peut-être rapidement tout le monde... Voilà. C'est ce que c'est, ça. On fait régulièrement des visites de ferme. Donc, voilà. Voilà. La vente sur les marchés, du pain, ça c'est toutes les activités que vous avez actuellement. Et il y avait quelque chose d'important aussi qui vous tient à cœur, ce sont les arbres. Le paysage a été façonné parce qu'au début, c'était assez vide et vous avez beaucoup travaillé sur les arbres pour façonner un paysage. Et vous m'aviez dit, ce paysage-là, on aurait pu, si Omerville n'avait pas été dans une petite combe comme ça, on voyait Omerville avant, tandis que là, c'est caché par les arbres. Oui, alors là, c'est typiquement le paysage qu'on a réussi à façonner, où on voit des arbres apparaître dans le paysage du Vexin. Alors, une des grandes erreurs, à mon sens, de l'agriculture de la fin du XXe siècle, ça a été de dissocier l'arbre de la culture, de spécialiser les ateliers, production de bois, production d'animaux et production de céréales. Ce sont des choses qui sont naturellement très, très associées et qui s'entretiennent très bien. Et l'arbre est un moyen assez simple d'équilibrer tout ce qui est, premièrement, insectes, notamment parce que ça abrite énormément d'oiseaux et que les oiseaux sont de gros insectivores. Et donc nous, on a essayé de remettre un maximum d'arbres pour avoir un maximum d'oiseaux. Alors il y a rien de très extraordinaire. Je voudrais citer Eric Grosso de la LPO qui, une fois, je lui disais, mais qu'est-ce que tu vois de particulier? Il me dit, je vois rien de particulier chez toi, je vois simplement ce que je devrais voir partout. Ah oui, voilà. C'est ça. Et je trouve que ça, c'est déjà un très très gros compliment. Et ça, nous, on en profite. Donc ça, c'est ce que vous venez d'expliquer. Mais il y a aussi, ça a façonné le paysage pour le plaisir du randonneur. Vous m'avez dit que certaines personnes apprécient beaucoup. Là, je pense que sur la photo, on le voit, cette ligne d'horizon qu'on voit sous le feuillage, en fait. Ouais. Donc le tronc très dégagé par l'abrutissement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'abrutissement? C'est simplement que les animaux vont aller manger les feuilles qui sont à leur portée, et donc elles vont dessiner une sorte de ligne à leur hauteur, quoi. Donc, grosso modo, c'est 1m70, 2 mètres. Et donc, les arbres vont avoir tendance à pousser et à dégager en dessous la vue. Et en fait, d'une certaine manière, à ouvrir le paysage, parce que souvent on dit que les paysages de haies sont des paysages très fermés, alors que en fait c'est un paysage fermé certes, mais on devine derrière et on laisse espérer d'autres espaces. C'est vrai qu'esthétiquement, et c'est pour le plaisir de tous. Alors je propose une vision très paysagiste de la chose, mais ah bah oui. Voilà, mais je trouve c'est indéniable. Là sur la photo, elle est magnifique. Oui.
On va faire un bond dans le passé. Là, vous nous avez donc expliqué la ferme telle qu'elle est aujourd'hui. Juste un petit peu d'historique avec ces 3 agronomes qui se sont retrouvés en 1995. C'était un énorme projet. Donc, on voit à l'image Mathieu Calam, Philippe Cassiabou, qui était cité, dont c'était une citation de Philippe Cassiabou en début d'interview, et puis vous. Donc, il y a diverses activités qui ont été, le projet avec toutes ces diverses activités sous une forme de schéma de fleurs. C'était ça. Donc, si vous pouviez, et après on prendra les fleurs pétale après pétale dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, il faut se replonger un peu voilà, dans le contexte, un peu d'histoire. Très très rapidement, pour ceux qui se souviennent, 1992, c'est l'apparition, c'est une réforme de la PAC, et c'est l'apparition de la jachère, c'est-à-dire c'est la première fois où on obligeait les agriculteurs à ne pas cultiver des terres, parce qu'il y avait une surproduction à l'époque. Et donc les marchés se cassaient la gueule, et donc l'Union européenne avait trouvé le moyen de la jachère pour limiter la production. Il y a une autre date qui est 1995 et qui est l'avènement de l'OMC, le remplacement du GATT par l'OMC. Et alors on se dit c'est le commerce international, c'est la règle d'échange internationaux et tout ça. La différence entre le GATT et l'OMC, c'est que l'agriculture ne fait pas partie des négociations du GATT, l'agriculture fait partie des négociations de l'OMC. Et donc c'est à partir de là aussi où les grands marchés agricoles ont été un peu perturbés. C'est l'apparition aussi des premiers instruments financiers du matif sur le blé notamment, voilà, ces choses-là, où on voit une certaine marchandisation de la production agricole. 96, c'est la vache folle. On n'y pense plus beaucoup, mais c'est ça. 97-99, c'est la lutte contre les premiers OGM. Voilà, je peux décliner comme ça à l'infini, mais on est dans une période un peu de transition. Et nous, on a été missionnés par la Fondation qui travaillait sur avec des réseaux internationaux sur l'ensemble de ces questions-là, entre autres. Et on devait décliner ça en se disant mais c'est quoi une ferme, c'est quoi le sens d'une ferme à 70 km de Paris aujourd'hui. Et donc au-delà des enjeux écologiques, j'ai envie de dire protection de l'eau, de la biodiversité, des sols, de l'air, il y avait tous les enjeux autour de quel type de production, pourquoi faire. Est-ce que à l'époque, je me souviens, CVP faisait la promotion du blé pour nettoyer les carlingues d'avion. Voilà où on en est à peu près rendu. Et alors, est-ce qu'on voulait rentrer? Est-ce que c'était notre vocation de faire des productions végétales pour aller nettoyer les carlingues d'avion? Est-ce que c'était notre vocation d'aller alimenter les marchés internationaux et de spéculer sur le blé? Sachant qu'historiquement, ça a toujours été le cas, je ne cache pas. Et ou est-ce qu'on voulait plutôt avoir une production qui soit pour les gens du coin, qu'on trouve nos marchés, qu'on développe nos marchés localement? Et je ne vous cache pas, c'est la deuxième option qu'on a un peu choisie. Tant mieux. Mais il y a d'autres enjeux à côté. Il y a comment est-ce que justement on fait un peu avancer la réflexion sur les paysages, sur la façon dont on accepte l'arbre dans les plaines agricoles. Comment est-ce que on gère les relations entre citadins et urbains. Comment est-ce que on gère aussi la production agricole, voilà, sur le développement de filières locales. Voilà, il y avait tout un tas d'items et sur lesquels on a essayé de trouver localement des solutions. Et donc voilà, en images, ce qu'on voit, donc il y a la boulangerie. Tout le monde vous connaît ici pour la boulangerie. L'activité première de la ferme, c'est quand même la production de céréales et de céréales. Ouais. Ça reste une activité première. La production bovine, on pourra en parler très très vite fait, mais l'animal n'est pas n'est pas un objectif en soi de production de viande. Mais par contre, l'animal a un rôle très important dans l'écosystème de la ferme. C'est-à-dire que c'est lui qui va permettre de transformer l'herbe en fumier, et c'est lui
c'est les prairies qui vont permettre la fixation de l'azote, l'alimentation des cultures, qui vont permettre aussi toutes les activités de désherbage et de, et de rupture dans les cycles des maladies liées aux champignons. Donc en fait, la vache est arrivée est arrivée sur le pré. En premier, on a fait les prés. Enfin, si vous voulez, je suis pas très clair, je sens, mais bon. Donc, on est une ferme céréalière, et en tant que ferme céréalière, on a commencé très vite à faire de la transformation en farine. J'ai travaillé avec Jean-Baptiste, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait le fournil à La Roche-Guyon à un moment. J'ai travaillé avec la Couronne des Prés en les fournissant en farine au démarrage, avec la ferme des Millolets aussi, on fournissait la farine pour leurs activités de pain. Et puis un jour, on a eu envie de faire le pain nous-mêmes. Et donc, on a lancé l'activité boulangerie. Pour votre plus grand bonheur. Voilà. Voilà, polyculture, élevage. Je vous ai expliqué que c'était donc lié. Coopérative de consommateurs. Ça, voilà. Après, il ne s'agit pas uniquement de produire, il faut vendre. Alors, la coopérative de consommateurs, la COP Saveurs du Vexin, elle est née en 2001, il y a très longtemps, quand on a eu nos premières vaches à vendre, à abattre. Et donc, grosso modo, tout le monde pouvait acheter du steak, sauf qu'une vache, c'est pas que du steak, c'est une diversité de morceaux à cuisiner de manière différente. Et donc, il fallait réapprendre un peu, mais il fallait que le consommateur se réapproprie aussi la diversité de l'alimentation qu'on était susceptible de lui proposer. Ouais, voilà. Et donc, quand on a dit une vache, c'est 300 kilos de viande et qu'il faut trouver du monde pour acheter ça, on aurait pu créer un réseau, comme l'a très bien fait Julien Sarrazin sur sa ferme. Nous, on a préféré organiser les consommateurs collectivement en leur disant écoutez, si vous voulez acheter une vache, vous vous organisez, vous la répartissez, et puis nous, on vous fournit la vache, et derrière, vous gérez tout le reste. Bonne idée. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est née la coopérative de consommateurs, qui s'est diversifiée, qui s'est développée, qui vit sa vie aujourd'hui, et qui est toujours cliente, heureusement, de la ferme, mais on sent que malgré tout, il y a des dérives de consommateurs qui ont un peu perdu le sens de ça, mais on va retravailler là-dessus. L'autre pétale de la fleur, c'est l'animation réflexion. Donc voilà, vous recevez des groupes. Oui, là, ça fait partie aussi des choses. Quand on fait une telle transformation du paysage et de la production, on a des choses à apprendre, on a des choses à démontrer, à transmettre. Et donc, c'était aussi une partie de l'activité qu'on avait, en interne, au sein de la structure, quand elle dépendait de la fondation, et qui maintenant est une des activités du site de la bergerie, sans qu'on y soit, nous, particulièrement partie prenante. Un autre pétale, c'est la forêt. Vous avez travaillé un petit peu sur la forêt. On va peut-être pas pouvoir développer trop longtemps, mais bon, on a de belles images aussi. Non, alors l'arbre. Mais si vous avez quelques mots à dire quand même. L'arbre est très important. Alors déjà, il y a un domaine forestier qui fait 250 hectares, donc c'est pas totalement négligeable. Donc il fait l'œuvre d'une gestion à part. Quand la fondation a racheté le domaine, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'arbre est un capital sur pied, et que le capital avait été bien entamé, on va dire. C'est-à-dire qu'il restait beaucoup de taillis avec peu de sujets de valeur. Et donc la fondation a investi massivement dans la transformation forestière. Elle a replanté beaucoup. Il y a eu des coupes rases. Ça nous a été très longtemps reproché, mais bon, il n'y avait pas tellement... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'autre choix. On ne savait pas faire autrement. Aujourd'hui, je pense qu'on ferait différemment, comme des tas d'autres choses. Mais donc il y avait quasiment 100 hectares de coupes rases et de replantation. Aujourd'hui, 40 ans après, on est à peu près dans des vraies forêts partout. Maintenant, ça revient un peu. Mais il faut entretenir tout ça, et il faut continuer à bien gérer la forêt. Alors aujourd'hui, on a changé un peu de mode de gestion forestière. On essaye d'adopter des modes un peu plus doux. Alors il y a le cheval, alors on essaye de faire du débardage à cheval. Enfin bon, moi j'ai un souvenir quand j'étais responsable de la forêt, je me suis baladé après, on avait fait une coupe d'éclaircies,
Donc on avait sorti un certain nombre d'arbres et je me suis baladé en forêt et j'ai vu les massacres qu'avaient fait les engins de débardage. Il y avait des ornières qui faisaient 70 cm, quoi. Bon, c'était monstrueux. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire un peu autre chose. Sauf que, alors on a fait du débardage à cheval, des choses comme ça. Sauf que le coût de ça, c'est aujourd'hui, c'est infernal, quoi. Donc c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de réfléchir à la pratique qu'on voudrait privilégier, mettre en œuvre, et savoir comment est-ce qu'on peut valoriser les choses derrière pour que ça reste accessible malgré tout, parce que le bois qui est débardé à cheval, il est en concurrence avec le bois qui est débardé avec des gros débardeurs, et que le grumier ramasse 15 grumes en même temps, quoi. Un cheval, on débarde une grume par grume. C'est sûr. Un grumier, il en charge 15 et puis hop, voilà. Donc en termes de temps de travail et tout ça, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, la valeur du temps de travail, elle est énorme dans un produit comme cela. Donc, faut essayer de trouver et de développer les filières qui soient capables d'absorber ça. Ouais. Autre pétale, on va passer rapidement, là je vais juste faire l'autopromotion. Nos deuxièmes rencontres du Vexin ont eu lieu à la bergerie de Villarceau. On était très fiers, très contents. Bon, il y a aussi le maraîchage qui est arrivé un peu plus tard. Malheureusement, on ne va pas pouvoir trop s'étendre dessus. Ils sont arrivés en 2017. Mais c'était déjà une idée très antérieure, évidemment, dès le départ. Il y avait déjà eu du maraîchage, et quand Julien et Antonin sont arrivés, ils ont vraiment redéveloppé et dynamisé la chose. C'est vachement important. On essaye d'offrir une assiette complète locale à nos clients. C'est parfait. Alors ensuite, il y a un rapport auquel vous teniez beaucoup, le rapport RSE, qui a été réalisé par le Centre d'éco-développement de Villarceau. Et donc remettre juste un petit peu en mémoire au public les différents objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Et alors sur ces 17 objectifs, il y en a quand même 14 qui sont cochés par le site de Villarceau. Et c'est difficile sur une seule image de tout détailler, donc c'est pas trop lisible. Juste, voilà, on précise que 14 quand même ont été remplis. Et quel est l'objectif qui vous tient le plus à cœur, très très brièvement? C'est vachement compliqué. Moi, j'ai pas vraiment d'objectif qui me tient le plus à cœur. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est que vous savez, ça sert à rien d'être le meilleur dans un item sur des questions pareilles. Je préfère quelqu'un qui est moyen partout, mais qui fait les choses bien, que quelqu'un qui est surperformant dans un des items et qui, sur tous les autres, est mauvais, quoi. Donc la notion de développement durable, et notamment ce qu'on arrive à voir, c'est est-ce qu'on arrive à avoir un développement harmonieux de l'ensemble de ces items. Le fait qu'on en coche autant, c'est quand même qu'on a réussi à balayer très large la transformation du système. Mais il y en a où ça devient très très urgentissime. Toutes les questions autour de la biodiversité. À Chaussy, je pense qu'on peut parler un peu de la gestion de l'eau et des conneries qu'on a faites dans le passé. Enfin voilà, il reste énormément de boulot. Au niveau national, on parle beaucoup de budget et de choses comme ça. Je pense qu'on a une grosse réflexion économique à avoir. Moi, j'ai pas le niveau, donc, mais je trouve que c'est une question qui travailler sur la façon dont on développe une économie locale forte. Oui. Ça me paraît très très important. Bon, si on avait plus de temps, on pourrait évidemment parler des heures, ce serait passionnant. Mais le Vexin dans tout ça, quelques mots sur le Vexin. Et malheureusement, on est tenu par notre demi-heure. Et alors, dans ce Vexin, il y a une phrase là, 5 ans pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ce que c'est ce que j'ai dit à Joël quand on est venu Votre ici. Épouse. Il faut dire que mon premier contact avec le Vexin, c'était décembre 93. Et ceux qui s'en souviennent. Une journée où il y avait un vent à décorner les bœufs, et il faisait -5. Il y avait de la glace qui volait partout. Et on était dans la cour de ferme.
Et j'ai dit à Joël, jamais on travaillera là. C'est pas possible. 5 ans, pas plus. Et donc 3 mois ou 4 mois après, Philippe et Mathieu m'ont contacté et m'ont dit, ça t'intéresserait de nous rejoindre? Et je leur ai dit, ouais, ça peut être intéressant. Et donc, je lui ai dit, voilà, on va travailler 5 ans là, puis après, on repartira ailleurs, Ouais. on fera notre vie ailleurs. Non, mais vous avez bien fait de rester, moi, je trouve. Et puis, de fil en aiguille, moi, je me suis vraiment beaucoup attaché au projet, à la façon de faire. Et puis, l'opportunité, c'est faite de réaliser mon rêve de gosse. Donc, j'ai pu devenir agriculteur. C'est parfait. Aux grandes dames de Joël, qui aurait préféré un professeur. Mais enfin, n'empêche que moi... voilà, mais je pense que les enfants ont eu une belle vie malgré tout. oui, voilà. Justement, moi je vous ai demandé quel était votre lieu de prédilection, si vous aviez un endroit où vous aimiez vous poser, comme disent les jeunes. Bon, il paraît que la vue de chez vous est magnifique, et puis de toute façon, il ne peut pas y avoir de lieu privilégié, parce que dans cet environnement, là, autour de Villarceau, c'est tellement... Tout est beau, en fait. On est d'accord. Il y a vraiment de très beaux coins. Quand on est sur la côte sucrée, qu'on va sur le village de Chaussy, quand on est au fond de la ferme, vers la ferme de la Moinerie, là aussi, c'est assez joli. Enfin, quand on est au-dessus de Jonainville, qu'on voit sur Jonainville, ça c'est. Enfin bon, il y a beaucoup de coins devant le château. Enfin voilà, au bout de l'allée, là, on a le magnifique château de Villarceau. Non, le coin est sympa. Voilà. Pas à dire. On arrive à la fin de notre entretien. Ça passe très très vite en fait. J'avais juste une petite question, 2 minutes. Vous savez ce que c'est ? Ça a l'air d'être une sorte de vigne ou de choses comme ça. Je vois oui, mais le petit végétal, la vrille. Oui, c'est. Et vous savez comment on dit une vrille en allemand ? Non. Die Ranke. Ranke. Pour moi, alors, je savais pas ça. Je vous ai appris quelque chose. Là, totalement, oui. J'ai cherché si votre nom voulait dire quelque chose, et j'ai appris que Ranke, c'est une vrille. Alors, moi, j'avais une autre histoire qui est bavaroise. Oui. Et qui est, en fait, c'est pour ça que vrille m'étonne pas, mais parce que mes grands-parents, mon grand-père Rank, avait acheté une ferme qui s'appelait le Rankenhof, la ferme Rank. Ah. Et je lui ai dit, mais tu as donné le nom à ta ferme? Et il me disait non. La ferme porte le nom comme ça parce qu'en bavarois, Ranke, c'est le virage. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pour moi, le virage, et en fait, c'était la ferme qui était au virage de la route. Oui, voilà. Et puis ça rejoint un petit peu aussi. Et ça rejoint la vrille, donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Mais je ne savais pas que vrille, c'était... J'étais ravie de vous recevoir. J'aurais aimé que ça soit plus long, mais de toute façon, on pourra éventuellement échanger avec vous, ceux qui le souhaitent au moment du pot. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il des questions ? Est-ce qu'il y a des questions pour notre cher invité ? Bonjour. Si je comprends bien, pour moi, ce mode d'agriculture, il n'a que des effets positifs pour l'environnement, pour les gens qui y travaillent. Vous avez l'air particulièrement heureux d'y travailler, me semble-t-il. Et la question que je voulais poser, c'est pourquoi, d'après vous, il n'y a pas plus d'agriculteurs qui passent le pas ? Alors, le système qu'on a, il n'y a pas que des avantages. Déjà, il y a des animaux. Et les animaux, il faut s'en occuper tous les jours. Et donc, ça, c'est de grosses contraintes. Ensuite, on travaille vraiment avec... c'est-à-dire le concept de production agricole que finalement on arrive à mettre en place, c'est un concept dans lequel on essaye de gérer le système. Et quand il y a une partie du système qui commence à déconner, pour une raison ou pour une autre, ça devient très compliqué. Donc c'est pas aussi idyllique que ça. Enfin, je pense pas avoir dit que c'était idyllique. C'est un système avec d'autres contraintes. Pardon. Et puis c'est un système
enfin, quand je parle des choses qui déconnent, on peut parler un peu de la pluie en ce moment. Ça nous, enfin voilà, ça nous empêche de faire énormément de choses. Et juste pour faire un petit parallèle, moi, si je travaille mal mon sol, j'ai pas de moyen de rattrapage, quoi. Le sol est mal travaillé, l'année est mal partie, et donc la récolte sera mauvaise. C'est ce qui m'est arrivé cette année. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas du tout transmettre un message idyllique. Par contre, comment dire, il y a une autre chose, c'est que et c'est pour ça que je parlais aussi de l'économie à un moment, c'est que le système économique dans lequel on est pas forcément très très favorable à ces formes de production-là et à la commercialisation de nos produits. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, je vends mon kilo de pain 5,70 €. Voilà, ce qui est très cher par rapport à une baguette. Et les gens qui achètent le pain, ils payent la biodiversité qui n'est pas soutenue, ils payent la remise en état de mes sols qui n'est pas soutenue, ils payent la dépollution de l'eau que vous payez dans l'eau. Enfin voilà, j'ai envie de dire, on a un système économique quelque part qui est un peu déconnant parce que tous ces services écosystémiques et tout ça n'ont pas de reconnaissance. Il n'y a rien qui paye pour. Et ça, enfin voilà. Donc j'ai la réponse à votre question, c'est-à-dire que si je voulais coller aujourd'hui au modèle économique, je serais en conventionnel super intensif. Ça répond à votre question ou pas? Non, c'est triste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon. Bonjour Olivier, c'est le papa d'Alexandre. J'avais une question, parce que j'avais vu que le labourage était néfaste pour les terres et qu'il y avait une meilleure façon de favoriser avec la lombriculture. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, pour améliorer la façon bio, quoi. Alors, le labour n'est pas une bonne pratique en soi. Mais j'ai envie, si on tire le fil un peu plus loin, j'ai envie de dire, l'agriculture n'est pas une pratique naturelle. Donc on va à l'encontre de la nature de toute manière. Puisque un champ, prenez un champ de blé, c'est tout sauf naturel. Et moi je suis très content quand j'ai un champ de blé sans aucune mauvaise herbe. Donc voilà. Donc ensuite, c'est comment est-ce que on travaille avec la nature sans trop, sans rendre les choses irréversibles. Moi, j'ai des sols limoneux et froids. Ils supportent bien le labour pour peu qu'on laboure dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se restaurer très vite derrière, notamment par la prairie ou par des périodes de repos. Ils sont capables de se restaurer très vite derrière pour peu qu'on ne les ait pas trop abîmés au démarrage. Donc après, le labour n'est pas une pratique universelle et à utiliser partout. Je suis beaucoup plus pragmatique que ça sur l'usage des outils, la façon dont on... J'ai envie de raconter une histoire. Quand on a commencé la bio il y a 25 ans, les gars nous disaient il ne faut pas utiliser de disques, il faut utiliser que des dents, que des outils à dents, que des outils à dents. Bon. Résultat, on a fait ça pendant 5-6 ans et on a multiplié le chien-dent partout dans nos parcelles. Et en fait, il s'est avéré à suite, on a fait des études, on a travaillé avec Hervalis là-dessus, donc un institut technique, et on s'est aperçu que l'alternance disque et dents était la meilleure option. Donc tout ça pour dire, j'aime pas cette manière de dire cette pratique elle est
à condamner, elle est à proscrire. Il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Un labour à 40 cm de profondeur ne sert à rien. Enfin, voilà, ça, je suis entièrement d'accord. Mais il y a des terres qui supportent très bien le labour. Et le labour est un moyen assez efficace pour préparer les semis et pour lutter contre les mauvaises herbes. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de dire c'est bien, c'est pas bien. Enfin, voilà, ça dépend comment on fait. Aujourd'hui, si je sors la charrue, je ferai un massacre, ça sert à rien. Donc, on le fait pas. Par contre, si on arrive à travailler sur un sol bien essuyé et à faire correctement le truc, je sais que sur certaines parcelles, ça passera très bien et ça causera pas de dégâts irréversibles. Voilà. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais et sur la lombriculture. C'est super étonnant. J'en discutais avec avec Manu, avec mon salarié, un de mes salariés, et ça fait 2-3 ans qu'on voit beaucoup moins de vers de terre. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Voilà. Et pourtant, on avait une étude. Ça, juste pour revenir, pour faire le lien vers de terre et labour, je me souviens, on avait fait une étude. Des chercheurs de l'INRA qui étaient venus chercher chez nous compter les vers de terre et ils étaient très embêtés parce que ça ne correspondait pas avec leur modèle théorique. Normalement, on devait avoir moins de vers de terre que ceux qui étaient en non-labour conventionnel et on avait plus de vers de terre que ceux qui étaient en non-labour conventionnel. Et ça ne collait pas avec leur modèle. Donc, je leur ai posé un petit peu un problème. Ceci étant, aujourd'hui, je ne vois plus de vers de terre et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Merci bien. Merci. Si vous avez d'autres questions, je vous invite de les poser à Olivier pendant le pot. Merci beaucoup.